Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Madame, Monsieur, bonjour. 1965-2015, le compte est bon, 50 ans de télévision en Bourgogne. Nous allons feuilleter cet album de famille ensemble, dans ce décor cosy avec matériel d'époque. Ensemble, puisque vous faites partie, vous aussi, de cette famille France 3. Avec nos invités, nous allons revenir sur ces différents événements. 4 dates pour l'histoire de la télé. 1965, la première de Bourgogne Actualité. 1980, la télé passe à la couleur. En 90, FR3 à l'époque s'installe dans ses studios ici dans le tout nouveau quartier de la Toison d'Or à Dijon. Et puis 2010, le passage au tout numérique. Voici ces temps forts en images. Beaucoup de monde donc en régie pour cette inauguration. Voilà, le générique est lancé pour la première fois. Longue vie à Bourgogne Actualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Chose promise, chose due, je viens ce soir bavarder quelques instants avec vous pour faire le point et répondre à certaines de vos questions, de vos suggestions, de vos critiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus du tout de noir et blanc, désormais sur FR3 Bourgogne. Le générique que vous venez de voir, et qui n'est pas pour une fois celui auquel vous êtes habitués, vous a permis de découvrir en quelques flashs rapides nos installations techniques toutes neuves qui permettent à partir de ce soir la coloration totale des émissions de FR3 Bourgogne. Eh bien, une fois de plus, veuillez nous excuser. Ce sont des incidents qui sont fréquents quand on expérimente de nouveaux matériels. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Une construction qui a commencé il y a à peine 2 années, en juillet 88, précisément, coût total 32,5 millions de francs, dont 22,5 uniquement pour la construction, le reste pour le matériel technique. C'est une page d'histoire qui se tourne pour la télévision en Bourgogne. Depuis ce matin minuit, la diffusion analogique n'existe plus dans notre région. Place à la TNT et au tout numérique. D'ici demain soir, les 80 émetteurs secondaires de la région devront être opérationnels. Au QG de France Télé Numérique, l'effervescence est à son comble, avec la présence du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel chargé de vérifier la mise aux normes. Le but est aussi de rassurer les téléspectateurs un peu perdus. Et nous en avons connu des évolutions technologiques en 50 ans, évolutions vestimentaires aussi. Imaginez, dans les années 60, cette superbe cravate, elle aurait été en noir et blanc. Avouez que ça aurait été franchement dommage. Allez, nous sommes entre nous. Premier invité, Jean Afzou, bonjour. Bonjour. Pour évoquer la partie technique. Face à vous, Michel Garnier, bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste reporter d'images pendant 41 ans, ici. Avec nous également Bernard Thévenet, bonjour. Bonjour. Champion cycliste et double vainqueur du Tour de France dans les années 70, 75 et 77. Et puis Jean-François Bazin, bonjour. Journaliste, écrivain, homme politique. Nous allons voir ces différentes casquettes avec vous dans les prochaines minutes. D'abord avec vous, Jean Afzou. Aviez-vous, dans les années 60, le sentiment de vivre une véritable révolution, une aventure? Vous inventiez des métiers? Alors oui, une aventure, oui, certainement. Bon, c'était évidemment très excitant puisqu'il n'existait rien. On est parti de zéro. Il a fallu, on s'était installé dans la cité de la Borde, qui était une ancienne caserne. Il avait fallu casser les cloisons, etc. Et puis installer le matériel, le tester, pour arriver à l'émission du 15 novembre, qui était l'émission inaugurale. Nous avons vu l'inauguration. Les années 80, par exemple, là, on voit un car régie qui est arrivé à Dijon, puisque FR3 a été vite, ensuite France 3 était vite la télé qui venait chez les gens, qui venait faire du direct, avec des moyens révolutionnaires. Années 80, les magnétoscopes, les trucages vidéo. Voilà, oui, oui. C'est au moment où effectivement sont arrivés les magnétoscopes. On avait des moyens directs à ce moment-là. Et donc ça a permis de faire des émissions décentralisées, ce qui était très difficile avant. Michel Garnier, l'image, ça c'était votre travail. Comment étiez-vous recruté pour ces nouveaux métiers? Vous veniez, vous, je crois, de la photo? Oui, exactement. Oui, bon, j'ai passé un CAP de photographe et ensuite, je suis rentré à l'ORTF à l'époque comme stagiaire. Bon, c'était dans une autre région, c'était à Caen et j'y suis resté à peu près 1 an. Et 1 an et demi après, 2 ans, bon, je suis arrivé à Dijon après être passé par la Champagne et la Corse. L'aventure, c'est pionnier, on va continuer à en parler. Mais d'abord, grâce à François-Marie Lapchine, nous allons aller tout au long de cette émission à la rencontre de visages familiers de ces 5 décennies, des présentateurs et des présentatrices. Il y a même eu une émission qui avait pour titre « Interdit aux hommes ». Assise, immobile,
le regard caméra, souriante. Bonsoir. Elles annonçaient les programmes et présentaient des excuses en cas de panne technique. Elles faisaient partie de notre vie quotidienne. On les connaissait toutes, les speakerines. Brigitte était speakerine. Brigitte? Ah mais je vous connais, vous. Ça va, bonjour. Bonjour. Entrez. Alors, on va parler de télévision. Alors, speakerine de 71 à 75, donc un peu plus de 4 ans. Mais au départ, quel était votre rôle au quotidien? C'était un rôle très, très limité, puisque c'était 20 secondes le soir, avant le journal régional, pour accueillir les gens, leur souhaiter une bonne soirée, et puis peut-être 10 secondes à la fin pour dire au revoir, quand il restait les 10 secondes et qu'elles n'avaient pas été grignotées par le journaliste. Notre émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et vous souhaite une très agréable soirée. Bonsoir. En 75, les speakerines ont disparu. Et puis quand la télévision régionale s'est installée à Dijon avec un décrochage à 17h30, donc là, ils ont recherché au départ une speakerine. Et donc, j'ai eu la chance qu'on me demande si je voulais recommencer. Voici maintenant votre feuilleton, Un homme, une ville, comme tous les soirs, suivi des Misérables, 12 minutes plus tard. Et je vous retrouverai ensuite pour vous parler du programme de la soirée sur FR3. Et puis, de speakerine, vous êtes passée à présentatrice, productrice, comme on dit, c'est-à-dire qui alimente une émission, l'émission Interdit aux hommes. Je voulais prouver que je pouvais être autre chose que sois belle et tais-toi, ou sois belle et parle, mais juste quand on me dit de parler. On parlera plus spécialement art floral avec des fleurs fraîches, des petits trucs pour se faciliter la vie, beauté avec une esthéticienne et puis également l'atelier pour réaliser quelque chose avec ses mains. Et en fait, l'émission, c'était des jingles qui séparaient des séquences. Je vois que vous êtes en train d'en confectionner un second pour nous montrer un petit peu comment on pratique. C'était des séquences très courtes d'un magazine féminin qui s'appelait Interdit aux hommes et dont l'équipe technique n'était composée que d'hommes. Brigitte, je vous propose maintenant d'aller faire un tour dehors, de boire un petit thé et je vous réserve une surprise. Quand je vois cette rue, je repense rue Hoche. Il y avait une ambiance un peu familiale. Ah, complètement familial. Surtout que moi, je suis arrivée la dernière. Avant, il y avait Bernadette de Loriol et puis Chantal Mercier. Donc moi, j'ai toujours été la petite dernière. Donc c'était un peu les conseils. Si je me trompais, moi, je me faisais jamais attraper. Deux personnages, Paul Loup Bali et Jean-François Dutertre, veulent... Oh bon, bah tu peux recommencer. Et puis il y avait tout avec des bouts de ficelle. On faisait énormément de choses. Heureusement que les gens ne voyaient pas à côté des caméras. Par exemple, moi j'avais souvent un canapé dans mes décors. Comme il n'y avait pas de coussins, j'apportais les coussins de chez moi. Quand je faisais un plan cuisine, j'amenais mon mixeur. Mes produits de maquillage, c'était les miens. Parce qu'il n'y avait pas de maquilleuse, on faisait tout soi-même. Enfin voilà, c'était un peu le côté bon enfant de la télévision régionale. Installez-vous, décontractez-vous, vous êtes dans mon salon. Les gens qu'on croise, hein, qui vous regardent, on est reconnus, ils vous demandaient quelque chose, ils vous disaient quelque chose. Alors on disait « Ah, bah, je vous croyais plus petite. Ah, bah, je vous croyais plus grosse. Ah, ben non, je ne vous voyais pas comme ça. » Alors, en fonction des gens, parfois on était contents, on se disait, ah, je ne suis pas si mal. Puis d'autres fois, on disait, ah, bah, si je suis grosse comme ça, je vais peut-être me mettre au régime. Mais c'était gentil. Et puis, Brigitte, après le thé, on va se commander une petite surprise. Un cadre, s'il vous plaît. Brigitte, à vous de jouer, ça tourne. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur notre station régionale. Et à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture de l'antenne, je voulais vous souhaiter à vous tous, qui nous accueillez depuis si longtemps, un très joyeux anniversaire. Merci Brigitte, cet anniversaire c'est le vôtre aussi. 50 ans d'événements en Bourgogne, évoqués cet après-midi sur France 3. Jean Avzou, on a l'impression qu'à l'origine, la télé était un peu macho quand même, non? Les jolies filles à l'image, les équipes techniques que des hommes? Ah oui, ben oui, il y a eu un homme à Antenne 2, mais bien après. Et oui, alors c'était que des belles filles. Et d'ailleurs, la première speakerine, c'était Régine Sélarié, je vois sa photo. Oui. Qui n'a pas été citée. Oui, on la voit sur notre décor, voilà. Effectivement. Jean Avzou, vous avez commencé la télé même, enfin, pas en y travaillant, mais avant même, dans les années 50, en tant que technicien, vous installiez vous-même la télé dans votre village? Oui, parce que moi j'avais débuté à Cognac-G en 54.
Et puis, comme j'étais technicien, je bricolais des postes de télévision. J'avais installé dans mon village, dans le Lot, le premier récepteur. Et tout le village venait voir, parce que c'était l'événement. Voilà. Michel Garnier, les images ont évolué dans cette période, en 40 ans pour vous, la façon de traiter l'actualité. Vous avez apporté une caméra près de vous, il faut qu'on se rende compte. Il n'y avait pas la vidéo, il n'y avait pas le numérique, ça allait beaucoup moins vite que maintenant, c'était du film donc. Oui, donc la caméra qu'on appelle une belle EOL, voilà en quoi ça consistait, on remontait... Voilà, pas besoin d'électricité, pas besoin de fil, rien du tout. Non, tout est mécanique, là c'est merveilleux, il y a des belles optiques, il y avait 3 optiques dessus. Et puis voilà, une fois que c'était remonté, on faisait par exemple faire un panoramique en partant de Bernard Thévenet et aller sur Jean Avezoux, et voilà à quoi ça ressemblait. Et on entend le bruit de cette caméra. Effectivement. On voit des images, en ce moment, les vôtres. En 1969, il y avait une visite de professeurs de français soviétiques au lycée Montchappé de Dijon. On va passer des années 69 à l'année 2010 avec une exposition pour voir l'évolution de ces images. Il y a vraiment un travail qui a évolué pour vous aussi. Oui, bien sûr, oui. Donc on est passé du film le film ça a été jusqu'en 85, mais après à partir de fin 79-80, il y a eu la révolution vidéo, quoi. On a commencé à travailler avec des caméras vidéo. C'était pas très confortable parce que en film, même si les caméras étaient un peu lourdes, elles s'étaient considérablement allégées. Et là, on passait effectivement avec des caméras vidéo qui étaient très pesantes, quoi. On était reliés au preneur de son par un câble qui, lui, portait un énorme magnétoscope qui pesait des tonnes. Enfin, c'était pas très souple. Voilà. Merci pour ces souvenirs, Jean Avezoux et Michel Garnier. Nous allons parler sport puis politique dans les prochaines minutes. Allez, souvenir. Si je vous dis, question pour Jean-François Bazin, si je vous dis l'année de la visite de la reine d'Angleterre à Beaune, est-ce que vous en souvenez? À vrai dire, non. Je n'y ai pas participé. Vous poserez la question à l'ancien régisseur des Hospices que vous allez avoir tout à l'heure. La réponse est 1979. Allons dans ses archives de 1965 à 80 avec le tournage de La Grande Vadrouille. Ça avait fait plus de bruit. Ah oui. Donc 65-80, La Grande Vadrouille, mai 68, le triomphe de la cocotte minute, l'inauguration de la 6 ou encore cette fameuse visite royale. Alors vous arroserez vers le haut. Les étudiants de l'université de Dijon ont défilé hier en fin d'après-midi dans les rues de la ville. Par ailleurs, 400 étudiants partisans du libre accès aux facultés et à la reprise des cours défilèrent de la place Wilson à la place Darcy. C'est un peu le premier bilan d'une expansion continue sur 44 années que fêtait avec la sortie de sa 10 millionième cocotte minute la société d'emboutissage de Bourgogne. L'autoroute doit être liée à l'étranger. Elle doit rejoindre les réseaux routiers étrangers. Elle doit être un élément d'un développement économique à l'échelle européenne. Je déclare ouverte la première session du Conseil régional de l'année 1975. Nous allons tout d'abord procéder à l'appel nominal des membres du Conseil régional. Monsieur le secrétaire d'âge, voulez-vous faire l'appel? C'est le maire de Beaune, M. Henri Moine, président des Hospices, qui a accueilli ce matin, peu avant midi, la reine Élisabeth II d'Angleterre sur le parvis du célèbre Hôtel-Dieu. Des événements sur lesquels nous revenons plus longuement dans le 19 en Bourgogne, en ce moment, chaque soir de la semaine. 50 ans de télévision régionale avec C'est tout naturel. Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France, je le disais, 75-77, né en Saône-et-Loire au lieu dit Le Guidon. Ça, c'est pas une légende, c'est bien vrai? Je suis né juste à côté, mais j'ai vécu au Guidon, donc on a dit que j'étais né au Guidon. Années 70, la télé et les Français se passionnent pour le duel. C'est Eddy Merckx qui est là en place. Et vraiment, à la télé, on ne parle que de ça. Oui, enfin, je ne sais pas, parce que quand on est sur le vélo, on n'écoute pas la télé. Le soir, pas beaucoup. Donc, mais oui, c'est sûr que la télévision a eu un impact très important pour le Tour de France. Vous l'avez acheté à cette occasion-là? Votre famille avait déjà la télé à cette époque-là? Non, j'ai acheté la télévision de mes parents un petit peu avant, en 69, à cause du cyclisme d'ailleurs, parce que je courais j'étais amateur, mais je courais pour une équipe à côté de Paris, qui était à Boulogne-Billancourt.
On était parrainé par Ducretet, qui faisait donc, on avait droit à une bonne réduction sur les télés. Donc j'ai acheté une télé à mes parents à cette occasion-là. C'est la raison. On va voir. Elle était en noir et blanc, bien sûr, en 69. Oui. Alors, des extraits d'interviews précisément avec votre maillot jaune, mais à la télé régionale. Il était donc encore à l'époque en noir et blanc. Et d'autres révélations un petit peu plus intimes. Madame Thévenet se prépare déjà à faire vos valises. Oui, enfin, disons que j'aime bien les faire moi-même parce que j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. C'est une habitude chez moi, je commence la course en faisant ma valise, alors j'aime bien faire ma valise moi-même. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver chez soi avec le maillot jaune? Ah, ça fait énormément plaisir, c'est difficile à dire parce que porter le maillot jaune, je crois que c'est quand même, c'est tout à fait un rêve et le porter devant les siens, c'est quelque chose de vraiment magnifique, de vraiment formidable. Nous aurons une avance suffisante sur les autres. Bernard Thévenet, vous n'aviez pas d'attaché de presse à l'époque, vous étiez disponible, c'est pas la même façon de parler de sport aux journalistes qu'aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'était différent. Maintenant, il y a plus de journalistes sur le Tour de France, donc ça serait difficile de répondre individuellement. C'est vrai que moi, quand je courais le Tour de France, on connaissait presque tous les journalistes. Il y en avait une bonne, peut-être centaine. Maintenant, il y en a 1000, je crois. Donc, c'est impossible de les connaître tous. Et puis, bon, c'est la professionnalisation ou l'ultra-professionnalisation du sport qui fait que maintenant, il y a toujours un attaché de presse. Et puis, il n'y a que des conférences de presse. En plus d'être des pros du sport, vous êtes des pros de la com. À l'époque, il y avait des journalistes qui venaient nous embêter le soir à l'hôtel. Maintenant, c'est impossible. C'est l'évolution du sport comme ça, mais l'évolution de la médiatisation aussi. Alors, c'est une évolution positive ou pas? Je pense qu'elle est obligée de toute façon. Je ne sais pas si elle est ni positive ni négative, mais elle est obligée parce que ça serait impossible pour un sportif, qui soit coureur cycliste d'ailleurs ou un autre, de répondre à toutes les sollicitations. En plus, maintenant, il y a non seulement les journalistes, il y a tous les sites internet et tout ça. Et je pense que ce serait impossible de répondre individuellement à chacun. Donc c'est pour ça que sur une conférence de presse, chacun pose la question et tout le monde bénéficie de la réponse. Nous verrons ce qu'en dit Charles Rozoy, le nageur qui a connu une autre période et qui sera là avec nous tout à l'heure. Et un autre connaisseur de la Saône-et-Loire est à vos côtés, c'est Damien Boutillier, journaliste au bureau de France 3 à Mâcon avec Romy Oachuk. Bonjour Damien. Bonjour. C'est important d'avoir des implantations partout pour France 3 puisque la vie de la Bourgogne ne se décide pas qu'à Dijon. La Bourgogne, c'est une région, mais c'est aussi des départements. Et la Saône-et-Loire est un département à part entière où l'information se déroule au plus près des gens. Donc effectivement, habiter la Saône-et-Loire, c'est être à côté de l'actualité. Et puis, on est plus à même pour la traiter parce qu'on est plus proche. Depuis combien de temps dans ce département? Moi, je suis arrivé en 2000, donc ça fait 15 ans. Alors, 2001-2013, quelques étapes de votre carrière à France 3 Bourgogne, tout de suite en images. À Mâcon, Damien, quelle participation? Oui, bien les chiffres à 16h30. Tout d'abord les cantonales avec un taux de 51,72%, ce qui est supérieur au dernier scrutin. Je vais maintenant vous demander, s'il vous plaît, de mettre un coup de baguette magique sur le jeu de cartes. Une excellente baguette magique, effectivement, ça suffit pour que la baguette, vous voyez, s'imprime au dos de l'une des cartes. Toutes les cartes. La vie de reporter de France 3, c'est tous les sujets de la politique au Festival de Magie, ça peut être ça aussi. Oui, on ne peut pas se spécialiser parce qu'on est dans un département où il se passe tellement de choses, de l'agriculture, du culturel. Donc tous les jours, on découvre de nouvelles choses. Et puis c'est ça qui est passionnant parce qu'on apprend au quotidien. Alors, questionnaire baroudeur, pour vous, quel lieu conseillez-vous quand vous recevez de la famille ou des amis? Qu'est-ce qu'il faut voir en Saône-et-Loire en tout premier? Bien évidemment les vignobles. Et puis la Roche de Solutré, c'est l'incontournable. L'avantage de monter tout en haut, c'est qu'on peut notamment voir les vignobles. Quand allez-vous écrire le guide Boutillier des meilleurs restaurants de Saône-et-Loire? Il sera en plusieurs tomes. Je crois qu'il y a beaucoup d'étoilés, mais bon, quand on est il y a beaucoup d'étoilés dans le là. secteur de Tournu. Il ne faut pas avoir peur de s'arrêter dans les petites communes, parce qu'il y a toujours des petits restaurants, notamment dans le Charolais, où on mange une viande quand même assez excellente. Je pense que M. Thévenet et Bernard Thévenet est d'accord avec vous sur ce point-là. Oui, non, mais c'est vrai, on a la chance d'avoir en Saône-et-Loire et en Bourgogne en particulier d'excellents restaurants avec un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Alors, dernière question, Damien Boutillier, à force de sillonner toutes ces routes, êtes-vous plus connu que le président du conseil départemental de Saône-et-Loire? Je ne sais pas si je suis plus connu que lui, parce que physiquement, les spectateurs ne me voient pas régulièrement, donc je pense qu'ils m'entendent plus qu'ils ne me voient, mais je ne pense pas qu'on puisse s'amuser à se concurrencer l'un l'autre, ce n'est pas le but du jeu. Merci Damien, on rappelle qu'il y a des implantations de France 3 Bourgogne, des bureaux un peu partout, dans la Nièvre bien sûr, également dans Lyon, bien évidemment. Nous venons chez vous tous les jours et le week-end dernier, vous êtes venus chez nous. Plus de 500 visiteurs ont participé au week-end des Journées du patrimoine. Thibaut Trédez en a profité pour vous demander vos souvenirs liés à la télé avec un événement qui est revenu très souvent, c'est l'arrivée de la télé en couleur.
Alors pour moi, le plus impressionnant, c'est lorsqu'on a eu notre première télé couleur à la maison. Ça changeait de la vieille télé du grand-père qui déformait les gens. Ça a été magique de voir la télévision en couleur. Nous étions tous en famille et tous devant la télévision, grands et petits, pour voir ce passage qui a été phénoménal et formidable. Ça a beaucoup marqué. Et je me rappelle une émission de télévision que je regardais quand j'étais petite, Bonne nuit les petits, qui était en noir et blanc. Sur France 3, nous, ce qu'on préfère, c'est Scooby-Doo. Scooby-Doo-Bidou. Moi, dans la télévision, c'est la météo. Mon plus beau souvenir, c'est aujourd'hui même, la journée du patrimoine du dimanche 20 septembre, où nous avons la chance d'être interviewés et de pouvoir passer à la télévision. Mon plus beau souvenir de télévision régionale, c'est à Beaune, donc quand ils ont reçu le prix de l'UNESCO en Allemagne, en Bourgogne, pour les vins. Ça fait plaisir déjà à ma région, puis aussi aux Bourguignons, c'est une fierté. Je vous dirais très bon anniversaire, France 3 Bourgogne. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Et merci à vous, Bernard Thévenet et Damien Boutillier. Nous allons parler dans un instant de politique, mais aussi de cuisine. Et tout de suite, l'évolution de l'image avec une autre figure de la télévision en Bourgogne, Jacques Coidon, rencontré par François-Marie Lapchine. Ah. Où est la régie? Ah, le magnétoscope ne part pas. Bon. Et là, c'est bon? Alors on peut ouvrir l'album, album d'un autre homme d'image, grâce à François-Marie Lapchine. Il a tourné en noir et blanc, en couleur, en vidéo, en numérique, en Bourgogne, en France, à travers le monde. Je vous propose maintenant de retrouver Jacques Coidon. Il était chef opérateur de prise de vue. On avait rendez-vous, on va parler télé. J'ai commencé, j'ai fait une école de photo, j'ai fait l'école Louis Lumière. Et puis, ma femme est venue travailler, à l'époque ça s'appelait l'ORTF à Dijon. Elle était monteuse. Le chef de centre, il cherchait un caméraman. Moi, je lui dis, ah si, ça m'intéresse. En fait, c'était pas du tout mon métier. Alors là, Jacques, on est dans les années 70, un comédien lié à un auteur. Ça, c'est en 76, je pense, c'est Philippe Clay. J'avais une petite admiration déjà pour lui en tant que chanteur. J'aimais bien sa voix rocailleuse. Et là, il convenait bien dans le rôle. On est prêt là. Monteur, ça tourne. Là, il y a le réalisateur, Jean-Claude Demey. C'est quelqu'un aussi que j'ai beaucoup apprécié. Il avait une bonne direction de comédien. Et... Chaque fois qu'il se posait ailleurs, Miro, hurlant de rage, fou, l'œil hors de l'orbite, le poil hérissé. Je faisais à l'époque un éclairage un petit peu, c'est prétentieux de dire ça, à la Harcourt, quoi. C'était assez classique, mais là, ça rendait bien dans les intérieurs paysans, c'était assez joli. Une terre âpre, au dur contraste que l'hiver... Et avec Demey, on faisait beaucoup de caméras à l'épaule, des longs travelling en voiture. Et d'un seul saut, bondir en l'air d'un élan fou, comme s'il escaladait le ciel, pour retomber. La vidéo est commencé à arriver vers le tournant des années 85. En 85, je suis allé au Japon. J'ai beaucoup voyagé dans ces années-là. Issey Miyake, un personnage très intéressant. Là, on me voit là sur les photos. Là, je fais le point. Alors, on voit les modèles. On a eu un directeur des programmes qui était Pavio, qui est un ancien du cinéma. Il a lancé des grands tournages comme Le Fou de Buffon. Ça a été un peu son... C'est un grand film. Oui, moi j'étais cadreur, mais tu as une responsabilité, on se tournait vers toi, la scène elle est bonne, fallait pas voir, il n'y a pas d'ombre de perche. Qui était Monsieur Plus? C'était moi. Jamais c'était parfait, je voyais toujours la petite ombre, le petit truc derrière, le truc qui n'allait pas. Alors, des fois ça s'éternisait, alors les réalisateurs, allez, non c'est bon, allez on y va. Il y avait la lumière qui tournait. Depuis ce temps-là, 2 fois par jour je regarde la météo. Première. Je vivais à 100 à l'heure, quoi. J'étais sur un nuage. Et puis, cette autre passion, un peu moins connue chez vous, le golf. Ben oui, j'ai accroché tout de suite. Le golf, bon, c'est l'accord entre la nature. Moi, j'adore la nature. Hein. Je suis très petite bête, oiseau. Et ici, qu'est-ce qu'on voit comme pivert, on voit même des renards, on voit des biches. Et puis, il y a plein de traces. Et donc, c'est l'accord parfait. Je fais
un peu de sport et puis beaucoup de marche. D'accord. Et puis C'est voilà. un peu le grandeur nature du golf, mais sans Michel Huet. J'en ai fait beaucoup. Et puis à chaque fois, il fallait crapahuter. C'était pas toujours facile à filmer parce que les petites bêtes, elles nous attendent pas, mais c'était passionnant. Moi, je n'étais pas rassuré. Puis bon, non, il n'y avait rien à craindre. Ce qui risque le plus, c'est des choses presque insignifiantes. C'est une piqûre de guêpe, des choses comme ça. Mais le serpent, la probabilité qu'on se fasse mordre par un serpent, c'est infime, quoi. Alors, du serpent au lapin, je veux dire, il n'y a qu'un pas. On va évoquer la route du lapin, c'est encore un autre genre d'aventure. C'était toujours rock'n'roll, hein. Ça m'a rajeuni dans la mesure où je faisais ce que je faisais dans les années 70, avec un autre œil. Il y avait plus un peu de rigolade, il y avait un côté plus léger. Jacques, la page est tournée. Il y a quelque chose que vous regrettez là aujourd'hui? Je pense que ce qui est important, c'est de raconter une histoire. Moi, j'ai donné les images à des réalisateurs, à des journalistes pour qu'ils racontent une histoire. Mais j'aurais voulu peut-être la raconter, il aurait fallu que je la raconte. Ça m'aurait donné peut-être plus d'autonomie et j'aurais été peut-être mieux dans ma peau. Bon. Mais bon. Nous, en tout cas, on a essayé de raconter une partie de la vôtre. Voilà. Merci. Et nous irons tout à l'heure chez Jean-Pierre Benchet, présentateur du journal dans les années 80, et chez Karine Tessandier, la Madame Cuisine de Télématin. Elle a commencé en Bourgogne. Ouvrons le chapitre politique avec vous, notamment Jean-François Bazin, écrivain, homme politique donc. Vous avez présidé le conseil régional dans les années 90, conseiller municipal de Dijon jusqu'en 2001, pendant 30 ans. Mais votre premier métier, c'est donc journaliste. Comment êtes-vous arrivé à la télé? C'est mon premier et dernier métier, puisque je suis toujours journaliste. Les autres ne sont pas des métiers? En retraite. Non, ce n'était pas des métiers. Non, être élu n'était pas un métier. En tout cas, je n'ai jamais considéré ça comme ça. Alors comment vous êtes arrivé à la télé régionale? J'y suis arrivé, je crois, à la première émission ou à la deuxième. Je travaillais aux Dépêches, dans la presse écrite. Et la petite équipe qui était formée avait besoin d'apports d'idées, puisque souvent elle venait de l'extérieur. Et il était tout à fait normal de faire appel, d'ailleurs tout le monde le souhaitait, à un certain nombre de journalistes, je n'étais pas le seul, qui ont apporté des idées et on a fait des petits reportages. Je me rappelle, un des premiers, ça a été les globes, les immenses globes de la bibliothèque municipale de Dijon. Un autre, c'était un élevage de chiens à Semur-en-Auxois et ils aboyaient tellement que le pauvre Chézot, qui faisait la prise de son, était malheureux comme tout parce qu'il n'a rien pu entendre. Cela étant, il y avait des sujets plus sérieux et j'ai été chargé pendant plusieurs années d'une rubrique d'interviews d'économie régionale. Mais c'était des interviews très différentes de maintenant. On va en parler avec très Émilien sérieux, Bellet, très Éric guindé. On parlait, on vous donnait du vous, etc. Tout le monde avait évidemment une cravate. Enfin, bref, c'était une télévision assez différente de celle de maintenant. Alors nous allons voir mais elle était justement, sympa. Hein. Puisque tout au long de ces décennies, nous sommes allés vous voir ou vous êtes venus nous voir dans ces différents rôles. Regardez des images de Jean-François Bazin. L'autoroute, c'est évident, constitue un élément de progrès, de développement. Mais il ne faut pas que cette voie de grande et intense circulation devienne une enclave économique. La Bible de Chambertin se déroule à Dijon pendant les fêtes de la vigne, à Gevrey-Chambertin, et je crois qu'elle fera découvrir beaucoup de choses aux lecteurs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre invitation, puisque c'est la première fois depuis mai dernier que les conseillers régionaux de l'opposition peuvent s'exprimer à la télévision régionale. C'est bien naturel. Je vous en remercie. 31 voix pour, contre 10 et 14 abstentions. Je vous remercie, mes chers collègues, pour cette confiance. Nous savons bien aussi qu'un jeune qui tape dans un ballon ou fait tout autre sport ne cassera pas les carreaux, sauf avec son ballon, et nous réglerons ça. Jean-François Bazin, vous parliez d'interviews un peu guindées à une époque. Comment ont évolué ces interviews politiques selon vous? Les interviews politiques vont être, je crois, assez influencées par les émissions nationales où il y a souvent plusieurs journalistes qui interviennent ou plusieurs témoins et on essaie d'avoir des feux croisés. Et en revanche, c'est plutôt une personne. Je crois que les grands débats à deux, les grands débats du deuxième tour des élections présidentielles, ça disparaît un peu parce que je crois qu'aucun des candidats
ne veut en prendre le risque. Alors on va car demander... c'est un grand risque. À 2 fois, l'élection a été perdue pour une sottise d'élocution ou de parole. Alors je crois que ça va un peu évoluer. Cela étant, il y a une curiosité que la télévision régionale a aiguisée d'organiser des débats pluriels autour de grands sujets d'actualité. Par exemple, je vous donne très rapidement. Vous aviez la liaison Rhin-Rhône fluviale. Il n'y a jamais eu, même sur FR3 national, un grand débat là-dessus. C'est tout de même une question. Jamais vous n'avez sur FR3 national, sur une ligne de TGV, un grand débat tout un soir. Après tout, ça le mériterait. Alors la politique, c'est l'affaire d'Éric Sicot et de Lilian Melet aujourd'hui. Partagez-vous, Lilian Melet, cet avis de Jean-François Bazin? Alors sur l'évolution, oui, sur une forme de déférence qui est moins présente, des rapports qui sont souvent plus directs, c'est sûr. Une multiplicité des débats, c'est vrai aussi. Moi, j'ai le souvenir comme téléspectateur, puis comme jeune journaliste, par rapport à aujourd'hui, d'une parole qui était souvent plus compassée, d'interviews un petit peu officielles, on va dire. On est aujourd'hui beaucoup plus, c'est sûr, dans des débats de société. Je crois que si le canal Rhin-Rhône revenait aujourd'hui, on aurait dans La Voix est libre un débat sur le canal Rhin-Rhône, chose qu'on n'avait pas forcément à l'époque, ça c'est sûr. Éric Sicot. Oui, c'est exactement ce que disait Lilian. C'est vrai que moi, je me rappelle quand on a commencé, quand j'ai commencé l'émission politique, ça faisait quand même déjà un certain nombre d'années. Alors, une bonne quinzaine, on va dire. Oui. Et on faisait uniquement des interviews seul à seul. C'était assez posé, encore sans vouloir être désobligeant comme à votre époque, quoi. Et maintenant, c'est vrai qu'on est plus dans les débats de société, essayer de faire parler plus de personnes, voire des personnalités de la société civile aussi. Ça a changé, ça, c'est sûr. Un autre exercice dans lequel vous excellez tous les deux, les soirées électorales. Voyons comment ces soirées ont évolué dans le fond et surtout sur la forme, avec les génériques notamment, qui ne sont pas les mêmes entre 1988 et 2015. Bonsoir ou rebonsoir en Bourgogne. Retour en Bourgogne pour cette soirée spéciale élection départementale sur France 3. Vous allez tout savoir avec les premiers résultats qui arrivent en ce moment même. Sur le plateau, 4 journalistes, chacun pour un département. Et puis un opérateur derrière son ordinateur qui nous donnera les premières simulations avec les pourcentages. Nous les détaillerons, nous les expliquerons, nous les décrypterons avec Lilian Melet et Éric Sicot. Également, des invités nous ont rejoints. François Patria est avec nous pour le Parti socialiste. Le matériel a beaucoup évolué, Lilian Melet, de l'ordinateur Internet, mais c'est formidable. Il y avait beaucoup de machines et beaucoup de gens à cette époque-là. Il faut être très honnête et dire que tout ne marchait pas forcément. Moi, je trouve ce qui me marque le plus par rapport à il y a 20 ans, et nos débuts, et même avant nos débuts, moi, quand je regardais les soirées électorales, c'est qu'aujourd'hui, on ne se pose pas vraiment la question de savoir est-ce que tout ça va fonctionner. Est-ce qu'on aura des liaisons? Est-ce que les directs vont marcher? Est-ce qu'on aura les résultats? On a pu finalement passer à autre chose, c'est-à-dire se focaliser beaucoup plus sur l'interview, sur les réponses qu'on veut avoir, sur les résultats, sur les analyses. C'était quand même, il y a même 20 ans de ça, une soirée électorale, une grande aventure. On partait dans une soirée électorale sans bien savoir où elle allait nous amener quand même. Lilian Melet, je ne donnerai pas votre âge puisqu'il est affiché dans ce décor un peu partout. C'est le même que la télé régionale, ouais, donc du sport à la politique. Nous allons revoir vos débuts et plus récemment 2 autres de vos prestations dans le domaine de la politique, mais aussi de l'analyse du vin. Actualité sportive avec Lilian Melet, c'est son premier direct, et puis une médaille pour la Bourgogne au championnat du monde de canoë-kayak. Il s'agit d'une médaille d'argent, une des 16 médailles remportées par l'équipe de France. En canoë et monoplace, Jean Sennelier et Thierry Humeau, de Villeneuve-sur-Yonne, associés à Jackie Avril, ont terminé 2e derrière les États-Unis dans l'épreuve de slalom par équipe. Vous me regardez méchamment, François Verju, mais vous allez pouvoir réagir. Et Mathieu Maure, vous avez tous envie de répondre. La facilité, ce serait de dire la côte de Nuit, c'est les grands vins rouges, avec les grands crus, Chambertin, Clos Vougeot, puis la côte de Beaune, bien sûr, le Mont-Rachel, les grands vins blancs. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il sera question tout à l'heure plus généralement du vin en Bourgogne. Alors, questionnaire 50 ans, Lilian Melet. Quel invité avez-vous reçu 50 fois? 50 fois Ou plus? Oh, non, il n'y en a pas. Je sais pas, je suis en train de chercher. Je t'aurais bien dit entre François Rebsamen et François Sauvadet, quelque chose comme ça. Si vous deviez écrire un livre sur la vie politique en Bourgogne, ce serait 50 nuances de quoi? Alors 50 nuances de rire, parce que j'aime bien qu'on sourie un peu quand on parle de politique aussi. Donc 50 nuances de sourire ou d'ironie en tout cas. La langue de bois, c'est souvent ce qu'on reproche aux hommes politiques. Y a-t-il des personnalités bourguignonnes qui mériteraient la palme d'or de la langue de bois? Allez, tas de sûr. Pour le Joker, tas de sûr. Mais oui, bien sûr, oui. Mais pas aujourd'hui, c'est pas le jour. Certains ne l'ont jamais utilisé selon vous? La langue de bois?
Je pense qu'il y a 50 nuances de langue de bois, voilà. Voilà. Il y a Ça peut être de la politesse voilà, ça peut être de la politesse ou de la gentillesse parfois pour ne pas faire de mal, puis parfois de la vraie langue de bois bien dure, voilà. Et vous l'utilisez vous-même? Je suis en train de le faire. C'est bien ce que je soupçonnais. Merci Jean-François Bazin. On rappelle votre dernier livre sur le crémant de Bourgogne, 2 siècles d'effervescence. Et nous parlerons de vin dans les prochaines minutes. D'ailleurs, je vous le disais. Revenons d'abord sur l'actualité des années 80 avec l'élection de François Mitterrand, le terrible accident de bus sur l'A6, la disparition de l'usine sidérurgique Creusot-Loire et puis la visite de Jean-Paul II à Paray-le-Monial. François Mitterrand est élu président. Ça y est, Château-Chinon a son président de la République. François Mitterrand est toujours dans sa chambre avec sa femme et ses amis. Dedans, dehors, les bouteilles sont débouchées. Le champagne commence à couler. Les Morvandiaux, d'habitude plutôt froids de caractère, sont en liesse et laissent éclater leur joie. Bonsoir. 53 morts, dont 44 enfants. C'est le bilan maintenant définitif de ce terrible accident qui s'est produit très tôt ce matin sur l'autoroute A6 au sud de Beaune. Plus de 2000 salariés de Creusot-Loire, ouvriers et employés, ont manifesté bruyamment de 9h à midi dans les rues de la vieille cité minière, scandant leurs revendications de jets de pétards et de slogans repris en chœur par tous les manifestants. Deuxième étape de la matinée, Paray-le-Monial. Depuis les premières heures du jour, plus de 150 000 pèlerins convergeaient vers une prairie en pleine campagne. Pour une messe dominicale concélébrée par Jean-Paul II, 6 cardinaux et une centaine d'évêques. 50 ans de télévision régionale célébrée sur France 3 Bourgogne cet après-midi avec nous. Roland Mas, bonjour. Bonjour. Vous avez été régisseur du domaine viticole des Hospices de Beaune pendant 15 ans, me semble-t-il, 15 éditions de la vente des vins. Cet événement a pris une ampleur considérable, notamment sous votre règne, grâce aux médias, selon vous? En partie grâce aux médias, aussi grâce à Christie's qui a internationalisé la vente. Mais c'est vrai que, par exemple, la télévision locale est maintenant, pendant les 3 jours des 3 Glorieuses, sur place à Beaune. Donc ça donne de l'importance à l'événement. Nous étions là lors de votre première vente, regardez. Je pense que ça restera quand même marqué dans ma vie. C'est pas tous les ans qu'on devient régisseur des Hospices de Beaune. Un peu stressant ou pas? Bien sûr, un peu stressant. On ne peut pas être forcément très décontracté, mais sans plus. Il est quand même assez difficile de juger d'un millésime aussi précocement. Donc il y a un petit peu l'angoisse de savoir comment les gens vont réagir vis-à-vis de ce qu'on a fait, quoi. Les médias, la présence de Christie's, les people aussi ont permis à la vente des vins d'être connus dans le monde entier. Oui, enfin ça fait déjà un petit moment. Il y a peut-être pas loin de 50 ans aussi qu'il y a des people connus et renommés à la vente des vins. Donc c'est vrai que ça attire aussi le côté médiatique pour cette vente. Et vous-même, vous êtes un amateur de télévision ? Moyennement, on va dire, moyennement. Mais je regarde la télévision locale, comme j'écoute la radio locale, parce que je suis un vrai bourguignon, donc j'ai besoin d'avoir d'informations locales. Ce rayonnement international à mettre en parallèle avec votre présence, Style Meilleur, bonjour. La maison de Rhénanie-Palatinat a célébré pas mal d'anniversaires, notamment sur France 3 Bourgogne. Nous sommes là en général à chaque fois qu'il y a des choses à célébrer avec vous. La vente des vins en Allemagne, c'est un événement qui est connu ? Qui est connu par les initiés de Rhénanie-Palatinat Bourgogne et qui viennent. Voilà, parce qu'il y a ce jumelage que nous avons évoqué à de nombreuses reprises dans l'actualité. Regardez. Déjà préparer le terrain pour avoir des cours de langue, même si au début on n'a pas encore la chance d'avoir des propres salles. Cette maison se prête d'être une sorte de centre cafétéria, où on vient à midi, où on boit une tasse de café, où on lit un peu, où on regarde un peu la télé allemande. On retient donc ce côté convivial des rencontres. La télé régionale, c'est la même chose en Allemagne ? C'est la même chose en Allemagne, et bien sûr, on reproche toujours à la télé allemande d'être très très sérieuse, et je crois, on rit peut-être un peu moins, mais le profil est un peu le même qu'en Bourgogne. Bien sûr, on regarde les événements régionaux, et c'est le commerce, en fait, de la télé SWR, ou Südwestrundfunk, comme on dit chez nous, qui est un partenaire de France 3, et vous avez souvent, ou quelquefois, coopéré ensemble, même fait des reportages ensemble. Des échanges. Et quel regard vous avez, vous, sur la télévision française, alors ? Non, mais je la regarde beaucoup, parce que quand je rentre le soir, je suis un peu naze, et donc on regarde la télé, comme beaucoup de gens. Oui, alors,
ce que je disais, la télé française est peut-être un peu moins sérieuse, entre guillemets, que la télé allemande. Et je crois que c'est surtout les Français qui sont choqués quand ils sont en Allemagne et qui voient ces visages sérieux, etc. Pour moi, c'est agréable d'être en France parce que je profite de la légèreté. Se posons les mêmes questions, par exemple, sur le thème du vin. Oui. Il y a le wine ici, qui a été débattu très longuement pendant l'été, c'est pas terminé. Est-ce qu'on se pose ces mêmes questions en Allemagne, de la publicité sur le vin? Bien sûr. La Rhénanie-Palatinat, que je représente ici en Bourgogne, est la plus grande région viticole en Allemagne. Et on se pose des questions, bien sûr, sur le vin. Nous, on a un problème de quantité de vin. Et depuis, je suis à peu près en France, on est en train de réduire la quantité pour faire une meilleure qualité. Et les vignerons viennent aussi en Bourgogne et en France pour voir comment ils font bien les Français. Et ils font très bien. 50 ans de télévision avec les têtes de la télé en noir et blanc ou en couleur. Il y a eu parfois des imprévus, des sujets abordés également surprenants. Regardez ces visages familiers de ces 50 ans de télé. Bonjour, nous sommes dans les cuisines de Jean-Pierre Billot, grand chef dijonnais bien connu. Alors ne vous affolez pas, surtout les ménagères, on va réaliser pour vous chaque samedi soir une recette, ça s'appelle la recette du dimanche. Mercredi, à Auxerre, s'est tenue l'Assemblée Générale de Tourisme de Bourgogne. Nous allons parler de baseball, Zazie, aujourd'hui. J'aime bien ça. Oui, et ben vous avez bien raison de bien aimer, parce que figurez-vous qu'en plus, nous, les filles, nous pouvons en faire également. Bienvenue sur ce plateau de Sport 4 où nous vous proposons un panorama aussi complet que possible, varié en tout cas, du week-end sportif en Bourgogne. Ils ont gagné. Ils, ce sont bien sûr les joueurs de l'équipe de football d'Auxerre. 3-1 contre le géant milanais, un résultat tout à fait inespéré. Monsieur Henri Krasuki, le secrétaire général de la CGT, souffle lui le chaud au Creusot. Monsieur Jacques Foucard fera une conférence sur la peinture des Pays-Bas au XVIe siècle. À l'agréable, ils ont su joindre l'utile, puisqu'ils ont trouvé le moyen de ne pas dépenser leurs sous. Non, ce n'est pas une histoire belge. Voilà, très bien. Et finalement, le sujet qui vient maintenant, on aurait dû le passer avant. Parce que d'abord la récolte et ensuite la cuisson. Mais bon, tant pis, c'est l'inverse. On y va. Les Stéphanois, à leur belle époque, et les Nantais, en 1980, avaient réussi une série à peu près semblable, si mes souvenirs sont exacts. Brigitte, la semaine qui s'est achevée, disons, s'est terminée plutôt mal. Alors, est-ce que celle qui commence bien? Malheureusement, elle commence aussi mal et vous avez constaté des températures inférieures à plus de 10 degrés depuis vendredi. Vous les voyez sur ce tableau. La température à Château-Chinon était de 10 degrés. Fin de ce journal. C'est d'ailleurs la dernière fois ce soir que j'ai le plaisir de vous le présenter. Je quitte en effet la Bourgogne pour d'autres horizons, mais l'état civil étant ce qu'il est, c'est-à-dire têtu, je reste tout de même bourguignon. Bonsoir à tous. Bourguignon, toujours. Parmi ces visages familiers, celui d'Éric Sicot. Combien d'années de présence en Bourgogne, Éric? Au moins 20 ans, déjà une vingtaine d'années. Avec cet exercice politique, notamment le samedi dans La Voix est libre. Et donc, le journal télévisé, qui vous occupe également une partie de l'année, c'est un exercice très différent et très particulier, très codé. Voilà, c'est ça, c'est très formaté, un journal télévisé, vous en savez quelque chose, Arnaud? Aussi. Donc on doit respecter des temps très précis parce qu'on doit rendre l'antenne nationale à telle heure, à telle seconde, etc. Donc c'est vraiment très très formaté, on lance des sujets. Maintenant on est deux, ça change un petit peu. Je pense que les téléspectateurs apprécient, d'après ce qu'on peut voir des audiences. Mais c'est vrai que c'est très convenu, on va dire. Quelques années de présence en Bourgogne, mais vous avez commencé tout gamin? Non. 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 C'est-à-dire ici? Non, mon premier journal, je l'ai présenté à 28 ans. 28 ans? Ouais, j'étais comme ça. Regardez. Bonjour, les étudiants hospitaliers dijonnais quittent leur blouse blanche. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici l'édition régionale de ce 19-20. La visite est un pur moment d'émerveillement, avec, depuis l'an dernier, un grain de magie supplémentaire. Tous les jeudis de l'été jusqu'au 28 août, vous voilà replongé dans l'ambiance d'époque par la grâce d'une visite de nuit aux chandelles. Le site de Fleury est un lieu de détente sans prétention, mais pour y être accepté, il faut sauter du pont.
Alors précisons qu'il ne s'agit pas du journal télévisé là. Exercice très convenu. Alors là, ce n'est pas du tout convenu, c'était pour faire plaisir à Tim Meyer. Il trouve que voilà, la télévision française est plus souriante que la télévision allemande. Non, mais c'est ça l'avantage de travailler sur notre chaîne, c'est qu'on peut faire à la fois du journal, sortir, faire des reportages, faire des pages été, parce que là, c'était dans le cadre de pages été, de choses plus légères. Et c'est vrai que c'est bien de rentrer dans l'ambiance du reportage, je trouve. Moi. Votre prochain déguisement, on peut connaître Non. Je ferai la surprise. Je réserve la surprise. Cette émission n'aurait pas été possible sans un énorme travail de recherche, d'images, d'archives, grâce à nos documentalistes qui visionnent également l'ensemble de nos programmes et voient donc changer la façon de traiter l'information. 50 ans, c'est vrai que ça balaye beaucoup d'actualités. Donc c'est vrai qu'on est tombé sur des reportages des années 60 où c'est intéressant parce que on voit que la société a beaucoup évolué en peu de temps. L'actualité se répète. D'ailleurs, on a un mot dans la profession qui s'appelle les marronniers, c'est-à-dire tout ce qui revient régulièrement. Après, la façon de la traiter a beaucoup changé. C'est-à-dire la manière de traiter un fait divers il y a 20 ans, quand j'ai commencé, et un fait divers aujourd'hui, ça n'est pas du tout la même façon de le faire. La façon de monter les images a changé. La notion de temps dans les sujets. On fait des sujets plus courts, avec des séquences plus courtes. Non, les choses évoluent. Merci à Catherine et Fatima qui ont travaillé sur cette émission. Merci également à Roland Mass et à Lilian Mellet. Vous restez bien sûr avec nous. Le chanteur Yves Jamais et le nageur Charles Rosoy viendront partager leurs souvenirs de télé, eux aussi, dans ces 50 ans de télévision en Bourgogne. Vous le voyez, ils se préparent en coulisses en ce moment. Tenez, Lilian, nous allons entendre votre voix dans le résumé de la décennie 90. Si je vous dis premier Grand Prix de Formule 1, circuit de Manicourt, eh bien vous me dites... J'y étais. Oui. Quelle année 90, 91 91. 91. Oui. Nous avons également retenu dans cette décennie, bien sûr, le suicide de Pierre Bérégovoy, le conflit social chez Hoover à Longwy ou l'explosion meurtrière de l'avenue Eiffel à Dijon. Deuxième coup de tonnerre, 32e tour. Alain Prost reprend la tête. Freinage chaud au bout de la ligne droite. Et le duel continue. Voici les dernières images de Pierre Bérégovoy. Il était environ 17h30, au bord de la Loire, sur le camping de Nevers. Pierre Mignard, le président du club, a été la dernière personne à le voir, en dehors de son garde du corps et de son chauffeur. Ils ont attendu toute la journée sous le soleil, à l'extérieur de l'usine. Désormais, le seul espoir pour eux, c'est le plan social que les délégués négocient avec la direction. Le mot d'ordre des syndicats est clair, ne pas gâcher les négociations en durcissant le mouvement. L'explosion s'est produite vers 23h45. La déflagration a complètement soufflé l'immeuble de 4 étages. Le bâtiment s'effondre en quelques secondes. Les secours arrivent rapidement sur place. 3 blessés sont dégagés des décombres, mais l'inquiétude est forte car 5 familles sont portées disparues. La saga des années de Flavigny à présent dans cette émission spéciale 50 ans de télévision régionale. Bonjour Catherine Trouba. Bonjour. Vous êtes une enfant de la télé, je crois. La télé régionale, vous avez vraiment grandi avec vous. Oui, d'abord, j'ai regardé chez grand-mère, on regardait la météo. C'était un petit moment sacré, il ne fallait pas faire de bruit. Et puis à Flavigny, tout le monde la regarde volontiers. Ça nous ouvre sur toute la vie en Bourgogne. On est dans un petit village et c'est vraiment un lien quotidien qu'on a tous bien aimé. Et donc déjà toute petite, déjà enfant, c'était les rendez-vous devant la télévision. Voilà. Et c'est seulement quand je suis allée à Grenoble chez mes grands-parents que je me suis rendu compte qu'il y avait la météo Bourgogne, mais il y avait la météo Isère. Ah. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment ces images. On est venu souvent vous voir à Flavigny, bien évidemment, puisque la saga des années, c'est une affaire familiale avec votre papa que nous étions venus voir en 1967 et puis vous régulièrement. Regardons ces images. Monsieur Trouba, ce n'est pas votre abbaye et sa crypte que nous sommes venus visiter aujourd'hui, mais votre fabrique d'anis. De façon certaine depuis 1591, puisque là on a retrouvé une archive à Semur-en-Ossois, comme quoi on avait l'habitude d'offrir aux personnalités de passage des anis de Flavigny. Nous en fait, notre petit grain d'anis, c'est une petite dragée. Et donc vous partez d'un petit grain d'anis véritable. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans les bassines. Catherine Trouba, ça fait plaisir de revoir ces images. Oui, super. Et surtout, le monsieur avec le chapeau, c'est grand-père. Et ça, c'est magnifique, parce que je ne la connaissais pas. Non, c'est magnifique, touchant. La partie économique, l'économie, ça passe aussi
par la médiatisation pour se faire connaître en Bourgogne, bien sûr, mais de nombreux médias étrangers viennent vous rendre visite. Oui, on a eu la visite d'une chaîne de télévision japonaise, de la BBC, d'ABC, donc ça c'est des grandes chaînes internationales. Et sur France 3, quand même, quand il y a un reportage sur France 3, par exemple, je vais de l'échoppe à la fabrique d'Annie, il y a une ou deux fenêtres qui s'ouvrent qui font « Oh, t'as vu à la télé ?» Donc c'est vraiment... voilà, France 3, ça fait partie vraiment de notre histoire. Et puis nous, on a enregistré à chaque fois les émissions et du coup, ça donne une très belle mémoire de l'entreprise. Les femmes à la tête d'entreprise, elles ne sont pas si nombreuses que ça. J'aimerais qu'on aborde ce problème de la féminisation dans le monde des médias, mais dans le monde économique aussi. Vous n'êtes pas si nombreuses que ça à diriger des entreprises comme vous le faites, vous. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai eu de la chance. Papa m'a confié l'entreprise. Oui, c'est pas toujours facile. Mais en fait, il faut être compétent et puis bosser. Et toujours garder plaisir. Et si on a ces trois ingrédients-là, avec des opportunités aussi de rencontres, à ce moment-là, ça peut fonctionner. Face à vous, Catherine Roch, bonjour. Visage également familier de France 3. Être une femme dans ce monde de médias, est-ce que c'était compliqué à un moment donné ou c'était finalement naturel pour vous ? C'était plutôt naturel parce que moi, j'ai fait partie de la génération où on est arrivé à peu près à 50% de journalistes femmes. Après, dans l'exercice de mon métier, j'ai beaucoup aimé traiter les sports. Et là, en revanche, effectivement, c'était encore complètement nouveau. Ça n'a pas toujours été facile d'entrer dans les vestiaires ou de faire accepter que les compétences et les connaissances étaient les mêmes. Nous allons y revenir dans un instant. Souvenir de tournage d'abord, tournage d'émission et la vie dans nos locaux également. Pauline Rengenbach et Romain Liboz ont promené leur caméra dans les couloirs de France 3. Lorsque l'on était en incruste, qu'on appelle en incruste, donc sur fond vert ou fond bleu, en l'occurrence c'était fond vert, je me souviens d'une époque où on incrustait des images. Donc je faisais la météo sur par exemple une petite muraille et on voyait à l'arrière une muraille de château. Ou alors je me souviens qu'il y avait un vidéo, un technicien qui actionnait un ventilateur et j'étais censée être sur un ULM. Donc il y a des souvenirs comme ça au début de la présentation de la météo qui étaient absolument extraordinaires. Au Festival du film policier, je présentais ma première vraie grosse émission en direct. Donc j'étais assez stressée, la préparation avait été très compliquée. L'émission commence, ça va plutôt bien jusqu'au moment où je pose une question à une de mes invitées, une ancienne commissaire de police. Je lui demande pourquoi elle n'a jamais eu l'idée, avec son expérience, d'écrire des polars. Et là, elle me répond qu'elle en a déjà publié une bonne dizaine. Donc sur le plateau, les autres invités se sont mis à rire. Moi, je ne me rappelle plus trop ce que j'ai fait. Je sais que j'étais extrêmement mal à l'aise et que de toute façon, la situation était totalement irrécupérable. C'est vrai, la nuit, il n'y a pas beaucoup d'appels. Et le peu d'appels, c'est des gens qui sont seuls, qui cherchent à avoir... à parler, c'est vrai qu'on n'est pas essoué sa amitié. Enfin, des fois, ça m'arrivait de discuter plus d'une demi-heure avec quelqu'un parce qu'il était désespéré. Au tout début de l'émission Côté Cuisine, on n'avait pas de matériel, donc j'avais amené toute ma cuisine. En fait, la table qu'on voit, c'est la table de salon avec mes chaises, la casserole, c'est mes gamelles. Enfin, voilà. Et puis quand je rentrais à la maison, on n'avait plus rien, on mangeait par terre. Donc c'était ça, Côté Cuisine, c'était le système débrouille avec Karine Tessandier et Jean-Marc Savidan. Vous savez tout presque sur votre télévision régionale. Merci Tilmeyer d'être venu avec nous parler de l'Allemagne et de la télévision. Charles Rosoy, le nageur, va nous rejoindre dans un instant. Et puisque nous parlions de l'émission Côté Cuisine avec Karine Tessandier, elle prépare désormais des petits plats pour Village Départ pendant le Tour de France ou pour Télématin. Mais elle a commencé ici en Bourgogne. Elle a plus d'un tour dans ses marmites. François-Marie Lapchine est allé la retrouver. Côté cuisine, Cuisine TV, Cuisine Plus, Télématin, mon food truck à la clé. Beaucoup d'émissions et de rubriques se sont enchaînées pour Karine Tessandier, mais sa première émission et sa première télévision, c'était sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Alors nous sommes venus ici dans la périphérie parisienne pour découvrir là où elle habite et là où elle travaille. Vous allez voir, c'est une maison un peu particulière. Oui. Bonjour Karine, c'est nous. François-Marie. Mais on va parler cuisine. Oh. Vous êtes ici
chez moi, dans ma cuisine. C'est ici que tout se passe, c'est là où je passe le plus clair de mon temps. Et chez moi, c'est aussi le lieu où je tourne toutes mes recettes pour Télématin. Tout a commencé à France 3 Bourgogne-Franche-Comté, ça a commencé par un casting. Un casting pour Côté Maison. Ils recherchent une chroniqueuse pour faire tout ce qui est bricot, déco, il se trouve que j'adorais ça. J'arrive pour la première fois à France Télévisions et donc je passe mon casting et puis ils me rappellent assez vite et ils me disent bah, écoute, plutôt qu'une chronique dans Côté Maison, est-ce qu'une émission te plairait? Oui, à la fois ça dépend de quoi elle parle. Et il me dit ça, la même chose que Côté Maison, mais on parlera gastronomie. Je dis alors là, je suis celle qu'il vous faut. Et c'est comme ça que l'aventure Côté Cuisine a commencé. Est-ce que vous vous souvenez de la première émission? Il y a plus de 15 ans maintenant, alors je m'en souviens, mais c'est un petit peu flou. Mais je suis sûre que vous avez des images. Marco, qu'est-ce qu'on pourrait bien manger ce soir? T'as une idée? Une volaille laquée, je sais plus quoi. Oui, du canard laqué au Mirabelle. Oh là là. Un canard laqué. Alors du coup, ce petit canard, il a dû être laqué plus d'une fois. On a dû, à mon avis, enlever le laquage, refaire, recommencer, reprendre. Parce qu'évidemment, il fallait que tout se cale. Et il faut savoir une chose, c'est que dans toutes les émissions de cuisine, on mange froid. Voilà, le temps que tout se cale, la lumière, les cadreurs, le son, quoi qu'il arrive, on mange froid. 5, 4, 3. Alors on déguste, chef, peut-être pourrions-nous d'abord trinquer. Ah oui, parce trinquer que, à ce bon moment d'amitié que nous avons passé, Geneviève. Il y a de la cuisse. Oui. Comme Miss France. Il y avait les chefs, mais il y avait aussi des personnalités comme Geneviève de Fontenay, par exemple. C'était un bon moment, cette Geneviève, parce qu'on avait bien échangé. Et puis c'est, en télé, on va pas se mentir, une bonne cliente. Alors Geneviève... Vous en mettez pas un petit peu de la sauce aussi de là? Ça a l'air bonne, hein? Non. Oh, on mettra un petit croûton de pain, nous. Voilà. Elle était vraiment toujours prête à jouer le jeu. Tu sais, normalement, René Jean-Marc est avec moi pour présenter cette émission. Oui, justement, je me disais. Mais Jean-Marc, où il est là? Il a eu un léger contretemps. Rien de bien méchant. Ah oui. Oui, oui. Allô, la réception? J'ai une urgence vitale. Ouais, une mission pour vous. Je me souviens qu'avec Jean-Marc, qui était donc le co-animateur de Côté Cuisine, déjà, on nous avait demandé auparavant de faire connaissance, puisqu'à l'image, on incarnait un couple. Il y avait eu le mariage à l'antenne. Oui. Monsieur Jean-Marc Honoré Gustave Savidan, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Karine Sophie Germaine Tessandier, ici présente. Oh, mais c'est l'heure de Côté Cuisine. On est désolé, mais on peut vraiment pas rester. Vous savez que cette histoire de mariage, bon, ça paraît anodin, on en rigole aujourd'hui, mais dans la rue, combien de personnes ont demandé à Jean-Marc et moi, et nous ont souhaité tous leurs vœux de bonheur, surtout, voilà, on a reçu des lettres pour nous féliciter, les gens étaient contents pour nous, les gens ne faisaient pas la différence entre la télé et la vie privée. Pour eux, on était un couple. Quoi? Alors ça, pas question. Oh, mais t'es malade, mais c'est chaud, mais... La reconnaissance, justement, le public, les téléspectateurs, les gens vous aiment bien. Je suis la cuisinière, donc celle qui nourrit, celle qui réjouit. La bouffe, c'est festif. Vous pouvez pas faire à manger, offrir à manger, faire la gueule. Enfin, je veux dire, ça va pas ensemble. Donc forcément, moi, je suis là que pour les bons moments. Et avec les téléspectateurs, c'est ce que je partage. Cette proximité, ça crée tout de suite un lien qui est tout de suite placé sur le bon tempo, le tempo du plaisir, du partage, de la gourmandise. Donc la relation est tout de suite sympathique. Karine Tessandier, côté cuisine. Côté sport, Catherine Roch, vous avez commencé notamment par le sport à FR3 avant que ça ne devienne France 3. Et pourquoi le sport? C'est une passion personnelle qui vous a amené à ça? C'est ça, c'est une passion personnelle que j'ai transposée dans mon métier. Et puis, vous avez déjà vu Lilian tout à l'heure, quand il a changé aussi ses activités professionnelles, qu'il est passé à la politique, moi j'ai pris sa place au sport, ce que je faisais déjà en Franche-Comté. Et du coup, ça s'est fait tout naturellement, quoi. Voilà. Avec des souvenirs notamment de direct foot, vous avez été une pionnière dans le domaine. Oui, on peut le dire, parce qu'on avait obtenu des décrochages régionaux, notamment pour la Coupe de la Ligue que Gueugnon a gagné en l'an 2000. Et on avait pu, à l'époque, retransmettre 2 matchs du parcours magnifique de Gueugnon. Et j'en ai commenté 2, avec un collègue de Strasbourg notamment. Et personne ne l'avait jamais fait, enfin aucune femme ne l'avait encore fait. Donc c'est sûr que c'était oui, on peut dire une première, un plaisir aussi.
On vous avez également présenté le journal, faire beaucoup d'autres choses à la télévision. Beaucoup de journal, oui. J'ai fait pas mal de journaux pendant le week-end. J'ai fait aussi 7 ans de midi, oui. Donc c'était un visage quotidien, je pense que je représentais un peu. Et vous vous doutez qu'on a des images à vous montrer. Sans doute. Regardez. Madame, monsieur, bonsoir. Le dire est déjà devenu une banalité. Le grand marché européen sera un formidable défi pour les entreprises bourguignonnes. Toujours selon le CNC, la fréquentation en Bourgogne a augmenté en 2011. 3 600 000 entrées, on ne connaît pas encore officiellement le chiffre 2012. L'été, c'est la saison idéale pour découvrir la Saône-et-Loire grâce à la voie verte. Ils sont des milliers à l'emprunter chaque année. Pour les Bourguignons et les Franc-Comtois, l'idéal, c'est de venir en train et ensuite d'enfourcher le vélo. La télé, ce sont des rencontres, des interviews également. Alors un questionnaire interview, un plus beau souvenir d'interview, ce serait qui? Ce serait quoi? Ce serait quel moment? Oh là là, j'avais 3 invités par jour dans le journal de midi, donc faites le compte, c'est difficile de les retenir. Il y a beaucoup de rencontres avec des acteurs de la vie quotidienne. En retenir un, c'est impossible. Y a-t-il des gens que vous rêvez encore d'interviewer, de croiser, des idoles, des gens qu'on... Oui. C'est secret. C'est secret. Et appréciez-vous le fait d'être dans le rôle de l'interviewé et non de l'intervieweuse? Pas du tout. C'est pas notre métier. À vos côtés, Charles Rosoy, nous allons parler sport. Bonjour et merci d'être avec nous. 2012, c'est une date importante. C'est Londres. Il y a eu un avant, un après, parce qu'avant, il y avait ce titre de meilleur nageur en e-sport. Depuis, il y a eu plein d'autres titres. Mais 2012, c'est une année charnière pour vous. Ah, c'est sûr que c'est une année magique, c'est la réalisation de mes rêves, surtout. Donc, comment pas retenir cette année 2012? Alors, nous allons la voir en images et reparler de natation avec vous juste après. Il en faut des kilomètres de longueur, des efforts que Charles encaisse sans broncher. Il veut réussir et rêve même des Jeux paralympiques de 2012. Aujourd'hui, j'y vais avec rien à perdre et tout à gagner. Comme un clin d'œil de l'histoire, c'est sous une pluie londonienne que le roi des eaux du 100 mètres papillon est rentré parmi les siens. Nouvelle ovation pour Charles Rosoy avec un léger surpoids dans les bagages. Une médaille d'or comme plus beau souvenir. 2009 et 2012 pour ces images, Charles Rosoy. Alors vous faites partie, contrairement à Bernard Thévenet qui était avec nous en début d'émission, de ces sportifs qui ont connu la médiatisation tout de suite, qui avaient les cartes en main, j'ai envie de dire, pour se faire connaître, pour médiatiser leur Oula, j'avais leur les cartes en discipline. main, je les ai créées, les cartes. Ouais. Après, c'est jamais facile de se faire connaître dans le monde du handisport. Le handisport, c'est pas forcément quelque chose de très médiatique. Il y a encore une belle évolution et ça commence, surtout, ça commence. Les prochains auront plus de médiatisation encore, je l'espère. Et puis, on va commencer de parler du sport derrière le handisport. Parce que pour l'instant, on parle encore beaucoup de handicap, mais on parle de plus en plus des performances. Et je pense qu'en Bourgogne, on était très précurseurs là-dessus. C'est que quand je suis arrivé en handisport, on était dans les pages sociales. Voilà, c'était société, voilà, faits divers, à la limite. Et puis après, au bout d'un moment, on s'est mis à parler de sport. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que durant ces 8 années de handisport, voilà, on voit une vraie évolution avec aujourd'hui un passage dans les médias sport. Et gagner le droit d'être dans les pages sport, donc, comme vous devez l'être. Voilà, c'est exactement ça. Les réseaux sociaux aussi, vous êtes actif sur ces réseaux pour vous faire connaître? Oui, je suis actif sur les réseaux sociaux. Là, j'ai encore fait un petit tweet avant pendant l'émission. J'aime bien, voilà, c'est vraiment des choses importantes. C'est important parce que ça permet de montrer à nos partenaires aussi, aux gens qui nous suivent, qui nous accompagnent, qu'on est là et puis qu'on est présent tout le temps. Parce qu'on n'a pas forcément toute la médiatisation qu'on aimerait avoir ou que les partenaires aimeraient avoir, mais ça permet de faire un fil conducteur, ces réseaux sociaux, et ça permet aux gens qui nous suivent de pouvoir voir notre quotidien, de pouvoir voir quand on a un entraînement. Et c'est ce que les gens demandent, ils demandent ce qui se passe derrière le miroir, parce que souvent, gagner les jeux, c'est ce qu'on voit, mais là, vous nous montrez aussi, quand on passe à la télé, des images de l'entraînement. On m'a vu à la piscine du Carrousel, j'ai nagé pendant des années là-bas, et voilà, aujourd'hui, on me voit dans la piscine olympique, et on voit différents lieux, comme ça, on fait voyager les gens, et c'est ça qui est important à travers les réseaux sociaux, c'est de pouvoir partager ces moments un peu secrets de la vie du sportif. Et les sportifs aujourd'hui sont aussi forcément des hommes d'affaires en quelque sorte? Alors, c'est pas forcément. Il y a ceux qui réussissent tellement bien qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais après, quand on veut vivre de sa passion, généralement, il faut savoir transformer l'essai. Et puis surtout, il faut savoir s'investir un peu. Donc, les réseaux sociaux font partie de la chose dans laquelle il faut savoir s'impliquer. Mais après, moi, j'ai trouvé une solution, c'est faire des conférences pour les entreprises, c'est m'investir dans d'autres choses, m'investir auprès des partenaires, essayer de leur apporter quelque chose. Parce que je me suis bien rendu compte que les partenaires, c'était pas sur l'image de Charles Rosoy qu'ils allaient jouer. Je
je ne m'appelle pas Zlatan Ibrahimovic, je ne m'appelle pas Alain Bernard. Je ne suis pas encore assez connu pour dire, voilà, vous allez me payer pour mon image. Mais par contre, je peux leur offrir autre chose. Je peux leur offrir des compétences, une histoire, je peux leur offrir beaucoup de choses. Et donc, c'est là-dessus que j'essaie de jouer pour essayer de changer un peu les regards sur le handicap. 50 ans de télévision, dernier volet de notre rétro avec les années 2000 à 2015. Les aveux d'Émile Louis dans l'affaire dite des disparus de Lyon, mais aussi les pleurants, ces statues des tombeaux des ducs de Bourgogne partis faire une tournée aux États-Unis, exposées partout en Amérique. 2013, une tornade frappait 3 communes du Châtillonnais. Puis bien sûr, en 2015, le 11 janvier, la marche où nous étions tous, Charlie. L'ancien chauffeur de car a été déféré cet après-midi devant un juge d'instruction d'Auxerre. Nous les avons installés au milieu du musée. Ça n'est pas seulement le centre de la galerie médiévale, mais le cœur véritable du maître. Étrochet est écorché, à vif. Les dégâts témoignent de l'incroyable force du coup de vent. Des murs de pierre ont été renversés, des arbres ont été déracinés ou coupés en deux. Ce sont des images d'une indicible beauté. Ce que l'on voit est l'inverse d'une foule aveugle. C'est le rassemblement de dizaines de milliers d'individus différents qui ont décidé de faire cause commune. Et nous poursuivons notre chemin dans ces 50 ans d'histoire de télévision. Merci à vous 4 d'être venus avec nous. Avant d'ouvrir un chapitre culture avec Yves Jamet, un détour dans les vignes avec François-Marie Lapchine et l'un des présentateurs du journal télé dans les années 80, Jean-Pierre Benchet, a aussi participé à la création du 19-20, cette édition familière qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Celui que l'on va découvrir maintenant a réalisé un beau parcours à France 3. Journaliste, présentateur en Bourgogne, en Rhône-Alpes, c'était dans les années 80. Ensuite, des responsabilités au niveau national. Il vient de quitter ses fonctions de directeur du pôle Nord-Est, le pôle le plus important de la chaîne en France, avec 1000 collaborateurs. On le retrouve ici à Decize, les Maranges. Nous sommes dans le sud de la côte de Beaune. C'est là où il habite et c'est là où il cultive son ouvret de vigne et où il fait du vélo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François-Marie. Alors, je vais retirer mon casque, ce sera plus facile. Le vélo, la vigne, on peut parler d'une nouvelle vie? Ah mais pas du tout, pas du tout en fait. Ma vie a toujours été à plusieurs aspects. Il y avait le travail, dans lequel je m'investissais avec beaucoup de plaisir, mais aussi la vie ici, dans cet endroit magnifique, avec effectivement une vigne dont je m'occupe depuis plus de 20 ans. Je suis rentré à la télé par un concours d'animateur de radio, à la foire gastronomique de Dijon. Et puis après j'ai voulu devenir journaliste évidemment. Et puis j'ai pu rentrer enfin à France 3, faire du journalisme comme j'en avais très envie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que nous ouvrons ce dernier journal de l'année. Et puis il y a toute l'aventure aussi à Paris. Alors j'ai eu de la chance, effectivement, il y a eu la création du 19-20, puis j'avais fait une formation juste avant et on m'a proposé de rejoindre l'équipe de fondateurs du 19-20. Donc j'ai participé à la création du 19-20, qui est quand même une belle réalisation. Et puis après je suis allé rédacteur en chef à Lyon. Puis on m'a rappelé à Paris pour faire La Preuve par 3, une émission, un magazine économique et social. Et puis ensuite Région.com que j'ai créé. Puis après, on m'a appelé comme secrétaire général de l'antenne. Et puis vous êtes revenu en Bourgogne. Alors je suis revenu de mon plein gré. Oui. J'étais secrétaire général de l'antenne et c'est moi qui ai proposé à Rémi Fiblin à l'époque de repartir en région parce que j'avais envie de développer la télévision régionale, une télé moderne, proche des gens, inventive, quoi, qui sorte un peu du carcan dans lequel elle était pour augmenter sa présence. Donc on a comme ça par exemple fait des matinales qui n'existaient pas de cette manière-là récemment. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous matinal, j'espère que vous allez bien. Voici tout de suite le programme du jour. On a développé les directs sur le terrain, plus près des gens. Est-ce que vous connaissez Patrick Guyon qu'on accueille maintenant? Mais oui, très bien, oui. Je vous laisse nous le présenter. Bonsoir Patrick. Alors Patrick travaille depuis encore plus longtemps que moi sur la station. Ça fait 36 ans. Voilà, tout à fait. Et puis on a aussi, considérant que les usages allaient changer et sont en train de changer, on regarde la télé aussi sur son smartphone, sur une tablette ou en différé. On a développé Internet depuis 2006, on est sur Internet à France 3 Bourgogne. Je pense que ce qu'on a à gagner encore aujourd'hui, c'est, je dirais, les choses utiles dans la vie quotidienne, dans l'hyperlocal, parce que l'hyperlocal est exemplaire.
Quand vous racontez comment on a réussi à régler le problème des rythmes scolaires dans une petite commune rurale en Haute-Saône, est-ce que ça n'est pas aussi la même chose dans Lyon ou dans la Saône-et-Loire? Je pense que si. Donc on peut, en progressant de cette manière-là, encore donner plus de services aux téléspectateurs. Qu'est-ce que vous avez aimé? Les rencontres. Les rencontres avec les gens de l'extérieur. Enfin, c'est des métiers où on va dans des endroits où on n'irait jamais, on rencontre des gens avec qui on parle, c'est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment très fort. Mais aussi les rencontres à l'intérieur. Que ce soit quand j'étais, comme on dit, à la base, avec des coéquipiers avec lesquels on avait une vraie camaraderie et c'était des bons moments très, très agréables, presque toujours. Mais même aussi en tant que directeur, parce que vous savez, on ne dirige pas une équipe de plus de 1000 personnes si on n'a pas autour de soi une autre équipe qui est de cadres et avec lesquels on travaille, on prépare, on organise tout ça. Et on était très, très unis, on a beaucoup travaillé ensemble et j'ai beaucoup apprécié ce contact. Donc si vous voulez, en fait, c'est d'autres rencontres. En réalité, c'est un métier de rencontre et c'est vraiment ça qui était bien. Et puis, je veux dire, comme il ne faut pas parler qu'au passé, je pense que j'ai encore plein de belles rencontres à faire. 50 ans de télévision régionale célébrés sur France 3 Bourgogne avec Yves Jamet. Bonjour. Bonjour. Chanteur avec un nouvel album qui arrive. Nous allons évoquer ce nouveau disque en préparation, qui va sortir là au mois d'octobre. Il est enregistré, tout est prêt. bien. Rassurez-nous. En face de vous, Thierry Binoche, qui est animateur, producteur. Oh, bonjour, on peut se dire bonjour à cette heure-ci. Vous connaissez bien l'un et l'autre. Je pense que vous avez. C'est assez drôle parce qu'en fait, on a fait pratiquement la dernière émission que j'ai faite. C'était Yves qui était mon invité. Voilà. Comme quoi, il y a une sorte de passage de relais. Là. Nous allons voir des images. Emmanuel Pinsonneau également, bonjour. Bonjour. Figure du journal télévisé ici à France 3 Bourgogne. Nous évoquions les rencontres. Pendant les journaux, comment éviter justement cette routine au quotidien? On a la chance de faire un métier... moi, quand je vois des images là, qui datent de quelques dizaines d'années, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le temps passer du tout, quoi. C'est vraiment... C'est un renouvellement continuel. Tous les jours, on va voir de nouveaux sujets, de nouveaux invités, des rencontres, et vraiment, ça passe à toute vitesse, quand même. Un point commun avec Yves et Thierry, vous aimez la musique, je crois, notamment Hubert Félix-Thiéfaine. Ah oui, Hubert Félix-Thiéfaine, oui. Vous connaissez, messieurs, hein, j'imagine. Hein Alors, une interview avec Hubert Félix-Thiéfaine, comment fait-on pour rallonger le temps d'une interview quand on est fan? Ah oui, c'était il y a quelques années, c'était l'année de toutes les récompenses pour lui. Hein. Il sortait des victoires de la musique avec meilleur album, meilleur artiste. Et puis, compte tenu de ses attaches régionales, on l'avait invité donc dans le journal. On était parti à l'origine sur une durée de 3 à 4 minutes. C'est déjà beaucoup pour l'interview. Mais bon, vu que je suis fan, que j'écoute depuis l'âge de 15 ans, que j'ai tous ses albums, je trouvais que c'était un peu juste 3-4 minutes. Donc, je suis allé voir en douce tous mes collègues qui étaient en train de monter leur reportage pour ce même journal, en leur demandant s'ils ne pouvaient pas faire un tout petit peu plus court pour que je récupère du temps. Donc, 10 secondes par-ci, 20 secondes par-là. Et je crois que j'ai réussi à monter à 6 minutes, c'était énorme, c'est scandaleux. Quoi. Je ne sais pas si le rédacteur en chef est au courant, il ne faudra pas lui dire parce qu'il ne va pas être content. 15 ans, fan de Thiéfaine, 15 ans c'est presque l'âge de vos débuts à la télé, c'est pas possible, regardez ces images. Une centaine d'agriculteurs ont rendu visite cette nuit à 2 députés de Côte-d'Or, Alain Suguenot et François Sauvadet. Nous vous proposons ce soir, dans le premier volet d'une enquête, de voir qu'il est parfois difficile d'assurer la protection des mineurs. Je voulais vous poser une question que j'ai jamais posée à personne sur ce plateau. Est-ce que je pourrais venir vous faire la bise? Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et puis on vous souhaite une très très bonne année 2013. Ça me passe. Emmanuel Pinsonneau. Agréable. J'ai l'impression, oui. Alors, questionnaire, vous avons déjà demandé si vous aviez le numéro de portable de Marine L'Orphelin? Oui, je l'ai, bien sûr. L'utilisez-vous? Non. T'as fait la bise à TFM? Non, j'aurais bien aimé, ouais. Non, j'y ai pas pensé. Ouais. Mais là, c'était un clin d'œil déjà en interne, puisque personne n'était au courant en régie. J'avais juste demandé au preneur de son de me mettre un micro HF. Il y avait un vidéo qui était au courant aussi que j'allais faire un déplacement à la fin du journal, mais voilà, ça a été un peu une surprise déjà chez nous. Vous demande-t-on des fois dans la rue si vous avez peur d'être victime du syndrome Claire Chazal ou PPDA? Ah non, jamais, non. Mais ça m'inquiète pas. Non. Vous a-t-on déjà demandé si ce sont vos vrais cheveux? Ah oui, alors ça... ça, en revanche, je ne sais pas si on te l'a déjà demandé. Je pense qu'à Thierry, il y a un doute aussi. C'est les miens. Oui. Sous la casquette, ah oui, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont persuadés que je porte une moumoute, une perruque. Voilà. On m'en a fait la remarque plusieurs fois. Je ne sais pas si ça vient de la façon de me coiffer.
Non, je peux vous en faire la... Non, voilà, hein, c'est sans trucage. Hein, voilà. C'est beaucoup plus rock'n'roll comme ça. C'est pas mal. Ça correspond bien à l'image de Thierry et de Yves. Ça fait sans sève un peu. Thierry, les émissions de télé étaient rock'n'roll à votre époque? C'était salement rock'n'roll. Hein. On a commencé en 84, c'était en direct, en live, en public, donc ça durait une demi-heure. On partait de 0 à 30 et pas le droit de se tromper. En direct, tout en direct. On fumait des clopes, on buvait des canons. Enfin, pour le genre rock'n'roll, on était servi. Et puis, il y a eu quelques rencontres un peu chaudes comme ça. Ouais, c'était bien. Et puis il y a donc eu cette histoire commune avec Yves Jamais dans des émissions. On regarde ça. Jusqu'à preuve du contraire, je m'appelle Yves Jamais. L'ambition, c'est surtout de pouvoir faire ce qu'on aime. Entre autres, faire ce qu'on aime, je le fais déjà. La facilité qu'une jupe a de se lever me ravit. Ce sont des jeunes gens charmants. Oui, c'est vrai. Que notre Thierry a rencontré. Aussi jeune que charmant. Oui, de beaux garçons, je pense que les filles ont remarqué. Mais ils sont surtout des épicuriens qui savent très bien se tenir à table, qui savent très bien lever le coude. Et je trouve que Yves aussi est un auteur vraiment qui a une plume très fine, très subtile. Je crois que l'écriture, c'est vraiment ce qui te nourrit. Je m'excuse, je le tutoie là. Mais c'est-à-dire que voilà, quand on est compagnon de route et de fiesta, au bout d'un moment, on se tutoie rapidement. À vrai dire, je découvre plus de verre en verre parce que ça a été une découverte vraiment autour d'une table. Et c'est important parce que c'est aussi l'esprit d'un groupe. Quand on voit un groupe autour d'une table, comment il se tient et de quoi on parle, on sait à peu près où on peut aller avec ce groupe. Et moi, j'ai vraiment craqué parce que ce sont des vrais humains. Yves, votre carrière a commencé dans une baignoire et passé par chez Patrick Sébastien un petit peu plus tard. C'est délirant, c'est délirant. La télévision, c'est... On était beau, on était jeune. C'était jeune et dynamique. C'est délirant. Mais on était déjà de la gueule. C'est pas bien la télé finalement, c'est pas bien du tout. Mais la télé, la télé qui regarde en arrière, c'est pas bien. Je regarde en même temps l'écran parce que c'est insupportable de voir maintenant la tête que j'ai. La promotion à la télé, c'est indispensable dans une carrière de chanteur. Oui, c'est indispensable. En tout cas, ça a été fabriqué pour que ce soit indispensable, je suppose. On est obligé en tout cas de passer par là parce que c'est ce que je vous disais tout de suite. Là, tu vas voir à quoi on est soumis parce que après tout, on sait que chanter. Je suis pas sûr que causer, on sache vraiment dire ce qu'il faut. Oh, ça va, tu t'en sors pas si mal que ça, camarade. Moi, la première télé que j'ai faite, d'ailleurs avec vous, la première fois que j'ai vu, je me suis entendu causer, c'était insupportable. Je peux me regarder chanter encore, mais causer, qu'est-ce que... Mais c'est un peu le problème. Nous, on sait écrire apparemment des chansons que les gens viennent écouter, et puis après on dit si t'étais une fleur. Non, mais je serai un peu plus à l'écoute à l'avenir de ce que me diront les invités, de savoir un peu de quoi on va parler, parce que là, il m'a un peu piégé. On avait discuté un peu avant, mais je ne m'y attendais pas trop. Quoi. Non, mais c'est pas évident voilà, de causer. Je lui parlais tout à l'heure, on a fait un duplex un coup avec France 3 Bourgogne et France 3 Toulouse, et il fallait que je regarde là, mais la caméra était là, le son était là, et là, c'est un truc quand même, c'est un exercice, t'as intérêt à être bon, quoi. Faut pas être dyslexique, quoi. C'est un peu... Et ça, on n'est pas forcément prévenu. Donc c'est à chaque fois un truc... Bon, après, j'ai fait d'autres télés en national et autres, où voilà, à chaque fois, il faut s'adapter. C'est un truc... Vous avez l'habitude, vous êtes tous les jours, il y a plein de caméras partout, il y a des mecs qui nous regardent dans tous les sens. Et il faut être dans un moment intime, voilà. Non, voilà, ça s'apprend, quoi. Ce qui est bien avec vous, c'est que j'ai pas besoin d'intervenir. Vous faites l'émission tout seul. Alors, il y a un sujet quand même qui est important pour vous. Ouais. Je me souviens, le 16 octobre, c'est le nouvel album qui arrive. Justement, je me demande si c'est bien de se souvenir, finalement. Oui, je me souviens, c'est le titre du prochain album. Écoutons. Le fouet cinglant du froid d'hiver qui nous mordait la joue. L'absence étouffée de mon père, une rosée de choux. Les draps qu'on plie avec sa mère en joignant les deux bouts. Le temps emporte tout, premier extrait de l'album. Avant la sortie de l'album, il y aura le 9 octobre le bar à jamais pour les 10 ans du Zénith de Dijon. Oui, le bar à jamais, il est né à Dijon puisqu'il est né au bistrot de la Seine. En fait, à l'époque des 20 ans du bistrot de la Seine, il m'avait laissé carte blanche. Puis comme ça faisait maintenant quelques années que je tournais un peu, que j'avais rencontré des copains chanteurs, chanteuses, chantistes, enfin, je me suis dit ça serait pas mal de les inviter. Et puis ça s'est su. Et puis on a fait ça après à Nanterre, puis une autre salle. Puis c'est une demande qui a dû se faire à peu près une vingtaine de fois en France. Et puis le Zénith m'a demandé si je voulais bien essayer de le faire à Dijon. Donc je suis très content de ça parce que ça fait découvrir des tas de gens. Et puis c'est une belle soirée de variété. Voilà. Et
c'est le 9 octobre. Merci à tous, merci à l'ensemble des équipes qui ont permis la réalisation de cette émission spéciale. À revoir sur notre site internet. 50 ans de télé-régionale, ça continue dans le 19-20 la semaine prochaine. France 3, vous êtes au bon endroit, ça c'est le slogan d'aujourd'hui. Mais il y en a eu d'autres, vrais ou inventés, par des techniciens ou des personnels administratifs. Terminons avec ça. Bon week-end, merci. France 3, de près on se comprend mieux. Entre nous, on dit tout. France 3, la télé qui prend son temps. C'est bon. RFR1, c'est 3 fois mieux. Mais c'est 50 fois mieux maintenant, non? Ouais, c'est peut-être ça. Non, coupez tout, on recommence tout. France 3, la télé pour de vrai. Bon anniversaire France 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire France 3.